lumière me gêne. Hein? On m'entend? Oui. Est-ce qu'on pourrait avoir juste un tout petit peu moins de lumière, monsieur, s'il vous plaît? Monsieur le régisseur. Ah, voilà. Donc, nous allons vous parler du rap à Marseille. Le rap d'un point de vue historique, sociologique et artistique. Donc, j'ai à mes côtés Mourad Majoubi, qui est une figure extrêmement importante dans le rap à Marseille. Il a été, on peut dire qu'il est toujours rappeur du groupe Uptown. Mourad, tu veux bien nous dire quelques mots avant que nous commencions à en discuter, s'il te plaît? Vous m'entendez? Bonsoir, donc, je m'appelle Mourad Majoubi. Béatrice est également importante hein, puisqu'elle est très modeste, mais je rappelle souvent que c'est la première personne à avoir écrit, on peut dire un livre sur l'histoire du rap marseillais. C'est ce que je dis souvent même à ses étudiants. Voilà, pour ma part, en fin de compte, je fais partie du noyau dur de départ de ce que nous on qualifiait d'activistes du hip-hop à Marseille, à peu près contemporain de ce que vous pouvez voir actuellement sur une série qui s'appelle Le Monde de Demain sur Arte, qui est la version parisienne de la chose. Voilà, entre autres, j'ai collaboré à partir du deuxième album sur l'album Ombre et Lumière d'Ayam. J'ai été auteur également et j'ai sorti avec ma formation Uptown, qui était une formation qu'on pourrait qualifier de premier groupe des quartiers nord marseillais en 95, qui était le 4e album du rap marseillais, et les 3 premiers étant ceux d'Ayam, sachant que les 2 premiers sont connus, c'est ceux qui sont sortis en major de la planète Mars, où il y a une affirmation de l'identité marseillaise, voilà, comme un gros coup de pied sur l'échiquier national, à minima. Et ensuite Ombre et Lumière, qui est un double album, hein, c'était le premier dans l'histoire du rap. Et par contre, je vous invite à redécouvrir, pour ceux qui ne connaissent pas, l'album Concept, en fait, qui était un album vendu sous la plus pure tradition du hip-hop, hein, sous forme de cassette, dès la fin des années 80, on pourrait dire que c'est à partir de 89, dans les rues de Marseille, chez certains disquaires spécialisés, que certains doivent connaître ici. Et qui rejoint totalement le débat, on va dire ce qu'on va essayer d'amener ce soir. Voilà. Donc je te repasse la parole, Béatrice. Ouais. J'espère que tu me la couperas souvent, Mourad. Donc c'est la première fois que j'interviens sur le rap dans on va dire, un croisement de disciplines entre la philosophie et l'histoire, parce que nous sommes au musée d'histoire, donc je me dis que peut-être que le rap a acquis ses lettres de noblesse en 2022. Ce n'était pas du tout le cas dans les années 90, donc le livre qui a été édité provient une thèse que j'ai soutenue à l'EHESS de Marseille sur le phénomène rap à Marseille. Donc c'était la première thèse sur le hip-hop en France et la première thèse sur le rap à Marseille. Donc moi, ce qui m'a impressionné au départ, c'est la qualité des textes littéraires. Donc effectivement, dans les années 90, on est en 93, 94, Mourad vient de le dire, Ayam sort, j'allais dire l'œuvre, mais c'est réellement une œuvre Ombre et Lumière. Et j'écoute les textes et je me dis que c'est extraordinaire. Donc je ne sais pas vous, mais moi j'avais comme représentation, donc j'étais en sociologie de la musique électroacoustique qui se faisait à la Cité de la musique, avec Emmanuel Pedler, enfin tous les chercheurs de l'école des hautes études en sciences sociales. Donc j'étais nourrie, alimentée de ce qu'on nomme la musique savante. J'ai écouté les textes d'Ayam, donc je ne connaissais pas grand-chose au rap. La seule musique que j'écoutais, dite populaire, était du reggae et du raga. Et ce qu'on me disait, la représentation que j'en avais, c'est que les rappeurs, finalement, étaient des jeunes qui n'avaient pas grand-chose à faire de la journée, qui se regroupaient dans des caves et qui écrivaient comme ça.
Et la teneur, la qualité des textes, j'ai trouvé ça remarquable. Donc je me suis dit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que des personnes qui écrivent des textes de cette qualité et qui produisent de la musique de cette qualité soient ce qu'on nomme, en termes du sens commun, des jeunes qui n'ont rien à faire de leur journée. Donc ça a été le départ de ma recherche. Je me suis dit, je veux creuser. Je veux découvrir ce qu'est réellement le rap et surtout, qui sont ces jeunes qui produisent du rap. Je me demande, Mourad, dans ces années 90, vous qui étiez les producteurs de cette forme artistique, ce que vous pensiez finalement, les intellos de gauche comme de droite qui disaient des rappeurs, enfin, avec un sourire que c'était gentillet ou un peu violent ou un peu agressif. Oui, non, ça me fait sourire parce qu'en réalité, bon, j'étais pas, moi, dans ma formation, mais même dans le microcosme du hip-hop, je n'étais pas non plus le plus fermé au questionnement, nous-mêmes étant considérés comme des sujets. Donc, quand on avait des sociologues, voire des musicologues, voire des fois des travailleurs sociaux qui venaient nous voir dans notre cave d'HLM, en essayant de comprendre, de voir si on n'avait pas d'autres types de problématiques, on était assez moqueurs en réalité. On a même eu de grands épisodes d'interviews sur France Culture où en fin de compte, la journaliste ne comprenait pas qu'on avait une certaine discipline au sein du groupe, qui était pourtant basé dans une des cités les plus chaudes de Marseille, qui l'est toujours d'ailleurs, la cité des Micoucouliers, et qui nous posait toute une sorte de questions qui étaient pour nous assez intrusives. Donc on lui répondait par la moquerie, mais en fait... Mounir, qui était le DJ, hein, qui est donc pour nous le compositeur musical, mais aussi la personne sur scène qui va, entre autres, user de vinyle et scratcher, a passé son temps à lui répondre aux questions à base de scratch, en fait, et notamment à un moment donné, parce que les questions l'énervaient, il lui répondait en scratchant le mot beach en anglais sur un disque a cappella américain. Et en fait, on était tous morts de rire, sauf elle, qui ne comprenait pas trop ce qui se passait. Mais bon, on va dire, on vous voyait comme des alliés, parce qu'en réalité, on avait quand même, notamment dans nos collèges, voire dans nos lycées, on avait des professeurs qui étaient complètement allumés à l'époque. Moi, je me rappelle d'un professeur d'italien qui était un pur révolutionnaire, moi-même ne faisant pas italien, mais tous mes copains à 13h me disaient mais, « Va t'acheter ton sandwich et viens assister à son cours parce que le mec est complètement barré, il fume son cigare et il prend de la révolution tous les jours à 13h. » Donc on savait qui vous étiez en réalité, mais, ou alors des profs même au collège qui nous balançaient du Cabrel ou enfin, des Saïd et Mohamed, alors que nous-mêmes on n'avait même pas conscience de s'appeler, enfin d'être les Saïd et Mohamed du disque, mais on était quand même en sympathie. Mais c'est vrai que quand ça devenait trop, pour nous, on appelait ça socio-cul, où là on allait à fond dans les sphères culturelles, où par moments il y avait beaucoup de cynisme à notre égard. Là on pouvait même des fois être totalement agressif. Ouais. Alors, tu parles, Mourad, du socio-culturel. Je ne sais pas si dans la salle, certains ou certaines ont connu ces années 90 autour du Vieux-Port, où les rappeurs et les copains des rappeurs se réunissaient, écoutaient cette musique. Donc, moi, ce qui m'a interpellée à la lecture d'archives, parce que j'ai fait ce qu'on appelle de la micro-story, c'est-à-dire j'ai écrit l'histoire sociale du rap à Marseille entre 1973 et à peu près 1998. Donc, j'ai récupéré les archives de Marseille, les brochures, etc. Et je me suis rendu compte que la DRAC, donc la Direction régionale des affaires culturelles, subventionnait des actions rap. Donc je suis allée à la DRAC à Aix-en-Provence, j'ai rencontré les chargés de mission, je me suis dit, c'est extraordinaire qu'on est en 93-94. Sauf que le rap était de l'argent qui était donné pour des ateliers de musique et d'écriture sous une enveloppe qui était la lutte contre la toxicomanie, la délinquance et le sida. Donc là, je me suis dit, donc ça veut dire que l'État français prend de l'argent du côté de la lutte contre la délinquance, le sida, la toxicomanie,
et alimente des ateliers de musique ou des ateliers d'écriture textuelle. Donc, j'ai eu du mal à regarder du côté de la production musicale. Et c'est là que j'ai commencé à aller voir des DJ que je ne connaissais pas. Je ne savais pas ce qu'était le travail du DJ et ce qu'on appelle encore des architectes musicaux. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à décrire le travail du DJ avec l'histoire du mix, notamment du scratch, et le travail de l'architecte sonore. Ce sont vraiment des techniques musicales qui sont reliées à une technologie très sophistiquée. C'est la rationalisation des techniques musicales. Peut-être que certains ou certaines connaissent dans l'œuvre de Weber toute la partie de Max Weber qui est consacrée justement à la rationalisation des techniques musicales. Donc c'est un procédé artistique qui était très novateur et extrêmement sophistiqué. Donc là aussi, le rap, selon moi, devait être parlé au travers de sa production purement artistique, littéraire et musicale. Sur la musique, Mourad, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, sur la musique, bon, rapidement, on va dire, fin des années 70, début des années 80, s'installe d'ailleurs dans le paysage marseillais des pratiques artistiques. Nous, on voyait ça comme de la débrouille. Si on utilise des termes un peu pompeux, on dirait que c'est simplement une poursuite de ce qu'on appelle l'utilisation de contre-instruments. On a rapidement des objets du quotidien, notamment des platines vinyles qui sont détournées. On a aussi des postes cassettes enregistreurs, à double cassette, pour ceux qui ont connu cette époque, qui étaient utilisés sous la technique qu'on appelle la pause tape, c'est-à-dire que vous prenez une cassette, vous faites tourner une boucle et vous l'enregistrez sur une autre cassette qui du coup est vierge, vous mettez sur pause, la pause étant très importante puisqu'il faut qu'elle soit très précise. Vous rembobinez la première cassette où votre boucle et ainsi de suite, vous réenregistrez, puis à la fin vous vous retrouvez avec quelque chose qui est un total instrumental. C'est vrai que cette technique qui a été au départ inventée par un DJ new-yorkais, jamaïcano-new-yorkais, qui s'appelle DJ Kool Herc, lui faisait ça avec des platines en réalité, en faisant tourner d'une platine à l'autre. C'est lui qui a inventé ce procédé en 1900. Enfin, les historiens s'accordent à dire que ça a été inventé en 1973. Certains disent que ça remonte même à beaucoup plus avant, dans le sens où c'était déjà pratiqué en Jamaïque. Mais c'est vraiment de la musique qui a été faite de cette manière-là au départ. Moi, j'étais plutôt dans la branche qui est arrivée on pourrait dire une dizaine d'années après, qui est la branche des MC. Alors, les MC tirent leur nom des maîtres de cérémonie. Alors, maîtres de cérémonie, au départ, c'est des ambianceurs en réalité qui viennent accompagner le DJ jockey. Mais il est vrai que on en est assez fiers. Pour nous qui sommes de cette discipline, on a pris le pouvoir à partir de la fin des années 80. Et on a mis les DJ derrière sur la scène, et ces derniers nous en ont voulu de manière très féroce. Ils nous en veulent encore aujourd'hui, puisqu'ils essayent de raconter qu'ils sont eux les premiers dans ces disciplines. Mais je ne sais pas si je t'ai répondu. Voilà, il y a d'autres branches en fait dans le mouvement hip-hop, la danse qui elle finalement est assez concomitante à la discipline des DJ. Le graphe qui maintenant a des lettres de noblesse, sachant qu'à l'intérieur on a entre guillemets le graphe qui se qualifie plutôt de sauvage, ce que vous avez l'habitude de voir sur les murs de vos villes, qui au départ est plutôt un acte qu'on pourrait qualifier de bravoure, parce que vous n'êtes pas censé taguer sur les murs de votre voisin de palier. Vous êtes plutôt censé taguer dans des endroits improbables, dangereux. C'est pour ça qu'on s'attaque souvent à des endroits qui sont censés être inaccessibles, y compris à vos concurrents, puisque ça marche beaucoup par bande et on est censé être passé dans le territoire de ses concurrents.
Donc ça, c'est exactement ça. Il y a le fait aussi de venir mettre votre signature sur l'œuvre de vos concurrents, c'est ce qu'on appelle le toy. J'ai eu moi quelques histoires dans les années, au tout début des années 90 avec un gars qui faisait juste derrière en fait le centre bourse, il y a une petite allée qui donne sur l'immeuble qui est une tour qui existe encore. Il y a une allée où il y avait des graffitis à cet endroit-là. Et un jour, étant quand même assez jeune, j'ai eu le malheur de touiller, mettre mon tag sur le graphe d'un gars qui m'a cherché pendant à peu près un mois avant de me retrouver. Ce gars s'appelait DJ Mox. Voilà. Puis après, il y a la dernière discipline qui est souvent contestée, c'est celle des intellectuels. Ceux qui considèrent qui considèrent que tout ça doit se faire avec une certaine connaissance, une certaine conscience. Sinon, ça n'a pas de sens. Voilà. Alors, il y a un aspect du rap qui revient régulièrement dans les questions qui peuvent être posées. Il y a même deux aspects. Le premier, c'est la question de l'immigration. Et le deuxième aspect est celui de la place des femmes dans le rap. Donc, je suis un peu gênée au niveau de l'immigration. Pourquoi ? Parce que nous sommes à Marseille. Et finalement, j'ai fouillé du côté des rappeurs que j'ai interviewés, j'ai les récits, enfin, ils ont eu beaucoup de patience avec moi, énormément de patience. Et finalement, je me suis rendu compte que la cinquantaine de jeunes rappeurs que j'avais en moi représentaient tout simplement la population marseillaise, avec ce qu'on nomme et qu'on continue à nommer une origine culturelle immigrée. Nous le verrons ensemble parce que sincèrement, je pense que ça ne veut plus dire grand-chose. Mais dans tous les cas, ces rappeurs que j'avais en face de moi étaient un microcosme de la société marseillaise. Donc maintenant, lorsqu'on me parle d'immigration, donc je dis, à Marseille, on est à peu près... En termes d'immigrés, selon l'INSEE, on est à peu près à 13,78% de personnes dites immigrées. En France, on est à 11%. À Marseille, l'immigration qui prédomine est une immigration maghrébine, avec notamment l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et les Comores, situés dans les quartiers un peu nord pour faire une socio-démographie marseillaise rapide. Finalement, c'est ce que l'on retrouve au niveau des groupes de rap. Ce qui me dérange, c'est la donnée ethnique. Et quand je parle de la donnée ethnique dans le social, je fais référence aux années banlieues. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Dans les années 80, on était, Mitterrand était au pouvoir. Et on était dans les années banlieues, où finalement on nous parlait de violences urbaines, notamment à Vaux-en-Velin, enfin sur Paris-Lyon. À Marseille, tout allait bien. Enfin, moi, je me rappelle, à cette époque, on n'avait aucun souci. Donc, il y a eu les années banlieues qui ont, à mon sens, ethnicisé la question sociale. Là, la donnée culturelle est entrée dans toutes les problématiques. Il y avait la pauvreté, c'était parce qu'il y avait l'immigration. Il y avait des violences, c'était parce qu'il y avait immigration. Et le rap était dans ce gros conglomérat teinté de violence et d'immigration. Donc je pense quand même que le phénomène rap dans ces années 80-90 a eu quelque chose d'extrêmement négatif dans les mentalités. Et ce quelque chose de négatif est lié à un phénomène, je répète, qui ne concernait pas vraiment Marseille, mais qui relevait de toutes ces années banlieue. Alors je me tourne encore vers toi, Mourad, en te demandant, tu es jeune, tu es très très jeune. Donc les années 80, où il y avait la liberté, c'était la fin du flower power, la fin des années 70, d'un coup, moi je me rappelle, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ça ? Je pense que dans les années 80, alors moi, mes souvenirs, on a vécu, moi j'étais encore très, très jeune, peut-être 12-13 ans, on a vécu le mouvement Touche pas mon pote, la marche des beurs, qui était entre autres très, très actif, mais on n'était pas encore, ceux qui allaient devenir les premiers activistes dans le hip-hop, on n'était pas encore vraiment concernés. C'était plutôt le centre social, les gens qui nous encadraient, qui nous incitaient à participer à ces choses-là, alors que pour nous, ça ne nous parlait pas.
le rap, au départ, donc, comme je disais, est né un petit peu de la débrouille. Il a été là pour répondre à, on va dire, peut-être des problématiques qu'on avait, notamment peu importe, entre guillemets, la cartographie que tu vas faire sur les origines, les descendances, et ainsi de suite. C'était plutôt quelque chose de très ludique au départ, pour rompre l'ennui, pour tout de suite captiver l'attention, parce que c'est vrai que c'était assez... on ne s'en rend pas compte aujourd'hui, mais c'était, que ce soit en termes de danse, en termes de scratch, en termes même de prise de parole avec le rap, vous aviez tout de suite la moitié, peut-être des gens qui étaient autour de votre quartier, de votre école, qui étaient captivés tout de suite. C'est d'ailleurs la chose qui est la plus surprenante. Et les gens écoutaient ce que vous racontiez, regardaient ce que vous faisiez avec une certaine fascination. Donc c'est né comme ça, et il est vrai qu'après, par rapport à ce que tu as enquêté, ce que tu as vu, les pouvoirs publics ont rapidement essayé d'avoir la même mise en fait, sur cette énergie, sur ces pratiques. Et nous, de l'intérieur, on n'était pas dupes en réalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a par moment joué, manier la chèvre le chou. On savait très bien ce qui nous était profitable et ce qui ne l'était pas. Quand on était souvent approché pour participer à des campagnes contre la toxicomanie, on se disait bon, c'est bien, on va le faire parce que c'est des choses qui nous touchent, voilà, qui sont autour de nous. Mais voilà, mais quand c'était des demandes qui étaient là vraiment dans la pure politique publique, on était plutôt à refuser. Je ne sais pas si je t'ai répondu, tu me dis. Oui, et du côté des femmes, donc... alors moi je dis, ça ne concerne pas le rap marseillais. En tout cas, certainement pas tel que j'ai connu le rap marseillais entre les années 90 et 2000, dans la mesure où la femme était souvent représentée par la figure de mère ou d'épouse, mais surtout par la figure maternelle. C'est ce que je connaissais dans les sociétés méditerranéennes. Maintenant, la place des femmes au niveau des producteurs de musique rap, c'est vrai, je crois qu'elle est minoritaire, mais j'ai tendance à dire que c'est un peu comme pour les musiques rock. Dans tous les cas, je vous avoue que je ne sais pas trop quoi dire sur cette place-là à Marseille, parce que je considère qu'elle n'est pas problématique. Il y a certainement peu de femmes ou de jeunes femmes qui exercent dans le milieu rap, mais dans tous les cas, il n'y a pas de problème de sexisme ou de discrimination, que ce soit dans les textes artistiques ou dans le récit quotidien qu'ont pu faire les acteurs de musique rap. Ouais, c'est d'ailleurs un sujet assez récurrent. On nous a fait souvent la critique, hein, au-delà de beaucoup de choses, d'être foncièrement un mouvement machiste avec des stéréotypes de type américain, néolibéraux, etc. Alors qu'en réalité, la genèse et finalement la face cachée de tout ça, c'est totalement l'inverse. Parce que on peut faire allusion à notamment beaucoup de rappeuses new-yorkaises qui ont dès le départ affirmé leur place. Je vous invite à découvrir une rappeuse qui s'appelle Roxane Chanté, qui a un documentaire, je crois, sur Netflix. Chanté, ça s'écrit, c'est un mot français d'ailleurs, c'est à souligner. Ça se prononce chanter quand elle rappe, mais en fait c'est une jeune rappeuse qui ne l'est plus trop aujourd'hui, mais qui fait beaucoup d'actions, d'éducation et d'enseignement. Ça a été pratiquement la première rappeuse fin des années 80 à s'affirmer en tant que femme sur un milieu qui était quand même assez hostile, et il y a des clashs mémorables avec des rappeurs new-yorkais qui restent dans les clashs classiques du rap, hein, puisque on n'avait pas forcément des clashs de quartier à quartier. On avait aussi des clashs, notamment sur la question
du sexe, en fait, de la prise de parole des femmes. Il y a beaucoup de rappeuses, notamment les rappeuses de Salt and Peppa, qui ont rappé début des années 90 sur leur indépendance, sur le fait qu'elles étaient autonomes, qu'elles n'avaient pas besoin d'hommes pour les soutenir. Vous avez Queen Latifah avec, entre autres, le morceau Ladies First, qui préfigure plus de 20 ans avant le mouvement MeToo, parce que si vous écoutez le morceau Ladies First, pour ceux qui sont anglophones ou alors que vous regardez les traductions, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire de plus. Et en réalité, dans ce que nous on appelait le mouvement, il y avait beaucoup de filles en réalité. Tu avais à Marseille un groupe de filles qui s'appelait les Merveilles de Mars, qui était aux alentours de 92-93, qui étaient des filles qui rappaient dans des tenues qu'on pourrait aujourd'hui qualifier de provocantes, et ça posait aucun problème en réalité, ne serait-ce qu'au public et aux autres groupes essentiellement masculins. Mais il y a toujours eu des filles en fait, y compris dans ce que nous on avait dans notre entourage. Pourtant on était quand même dans une cité des quartiers nord de Marseille, et ça nous arrivait même d'organiser ce qu'on pourrait qualifier de prestations, parce qu'il y avait des micros ouverts, etc. Et on savait qu'on avait des gens dans la cité qui racontaient que se passait dans des caves de cité, beaucoup de filles, avec tous les fantasmes que les gens se faisaient. Ma mère travaillant dans un centre social, elle était toujours le réceptacle des allusions des gens, notamment de la cité. Puis elle disait non, mais vous inquiétez pas, c'est mon fils et d'autres gamins, ils font rien de mal, ils font que de la musique, quoi. Mais je dirais que les préjugés venaient plutôt de l'extérieur, plutôt que de l'intérieur, notamment du mouvement et de ses activistes. Alors j'ai regardé un peu du côté de la philosophie de l'art. C'est pas évident, mais ce qui m'est venu en tête, c'est Emmanuel Lévinas, Éthique et Infini. Vous savez, lorsqu'il parle de la responsabilité morale que j'ai, moi, vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire que l'autre est même plus important que moi-même. Donc je pense que nous avons tous une responsabilité vis-à-vis de ce qui se construit socialement, que ces rappeurs ou d'autres personnes sont des personnes qui ont des choses à dire. Nous les écoutons ou pas, mais dans tous les cas, nous sommes aussi responsables des conditions de vie de cet autre là en face de moi, celui qui est peut-être un peu différent, mais celui grâce à la musique rap qui se fait entendre. Du côté d'une esthétique du rap, alors là, ce qui me gêne aussi, c'est, on va dire, le côté économique, parce que on en a un peu parlé, Mourad. Je pense quand même que le rap marseillais, s'il existe, c'est parce que finalement, il existe une forme de rap connue, transmise par toute une société afro-américaine, qu'on l'appelle du rap marseillais parce que finalement, il s'alimente d'une histoire sociale marseillaise que l'on connaît tous. Mais je me dis qu'il n'y a peut-être pas grand-chose d'original. Et si le rap marseillais existe, c'est parce qu'il y a une musique rap et que c'est écrit à partir de textes marseillais. En gros, je reprocherais au conditionnel, à une esthétique rap d'être restée un peu afro-américaine ou tout simplement américaine. Et finalement, j'ai l'impression qu'elle ne s'est pas reconstruite à Marseille ou ailleurs en France, quoi. Qu'elle a collé des récits locaux, des récits historiques locaux. Oui, c'est un point d'échauffement entre nous deux, a priori. Pas que je pense totalement l'inverse, mais je pense qu'il y a une école du rap marseillais. Mais ça serait compliqué parce qu'on nous pose souvent la question, est-ce qu'il y a un son marseillais? Nous, on a droit à chaque fois à ce type de questions, notamment dans les interviews de magazines de musique et autres. C'est un peu plus complexe. Je pense qu'il y a une attitude marseillaise. Il y a une attitude marseillaise. Alors là, je me rappelle qu'il n'y a pas longtemps, dans une interview, je disais que l'attitude marseillaise, c'est le coup de pied de Cantona et c'est le coup de tête de Zidane, en fait, plus que des mots.
Mais on a compris qu'il était des nôtres, qu'ils étaient des nôtres ce jour-là, parce que l'un avait insulté sa mère et l'autre pareil, je pense. Je ne me rappelle plus pour l'histoire de Cantona. Mais voilà, il y a ce petit côté impulsif, enfin petit avec des guillemets. Mais c'est vrai qu'après, quand on compare les périodes, il va y avoir des constantes, notamment début des années 90, quand on écoute IAM, on ne va pas comprendre pourquoi il y a des samples complètement barrés, d'égyptologues qui vont raconter pendant 20 minutes, je vous regarde, sur l'histoire de l'Égypte ancienne. Et on a rigolé, hein, parce qu'en réalité, quand ces titres de 20 minutes étaient enregistrés en studio, notamment un morceau qui s'appelle Le Dragon au sommeil, on faisait exprès, on se dit il faut que ça dure 20 minutes, parce qu'à l'époque, George Clinton faisait des morceaux de 20 minutes. Et il était hors de question de faire moins de 20 minutes dans les sessions. Donc nous, on va faire pareil, parce qu'on est ses enfants spirituels, entre autres, comme influence. Mais voilà. Aujourd'hui, je dirais que le rap marseillais, plutôt, mais ça se rejoint un petit peu avec ce qui se passe du côté de la banlieue parisienne, c'est plutôt street, voilà, le langage de la rue. Moi, je vous avoue que la pyramide des âges m'a un petit peu poussé à regretter un bon vieux MC Solar. Mais il est vrai que je redécouvre, je découvre et j'écoute un petit peu ce qui se fait actuellement, notamment avec mon fils. Et par moments, on a des bonnes surprises, en fait. On a des bonnes surprises parce que vous avez des jeunes rappeurs qui reprennent par moments les codes des anciens. Ça commence à venir. C'est-à-dire qu'on essaye, on arrive à un petit peu comme toi, tu vas citer tes auteurs et favoris. On a des jeunes rappeurs qui commencent à réutiliser les codes d'anciens, voilà, qui ont 20 ans, peut-être des fois 30 ans. Et ça, c'est ce qu'on appelle la legacy, ce qu'on pourrait dire en français la citation. C'est ce que font beaucoup les Américains en réalité. Dès le départ, les rappeurs américains ont comme réflexe de toujours faire allusion à ce qui a été fait avant eux, dans le sens, en gros, d'être reconnaissant pour ceux qui leur ont ouvert les portes, même si les premiers étaient des pionniers, puis ils ont peut-être, comme Colette Mani, pas forcément gagné beaucoup d'argent, mais peut-être qu'ils ils étaient peut-être plus libres que les stars que l'on connaît aujourd'hui, et qui sont des fois pieds et poings liés avec leur compagnie, leur label de musique. Mais ça commence à venir. Donc je pense qu'il y a, pour un peu te contredire, je pense qu'il commence à y avoir une petite école marseillaise, voilà, qui aime bien puiser dans ses racines. Et c'est vrai que les jeunes générations nous interrogent beaucoup. Ils sont curieux de savoir comment est-ce que ces choses-là sont nées, comment est-ce qu'à un moment donné, un gars a eu l'idée de performer avec un carton, en faisant des choses complètement pas inventées, parce qu'en réalité, quand on regarde bien même l'histoire de la danse et le rap également, on peut remonter jusqu'au XVIe siècle, hein, puisque le terme rap n'a pas été inventé par les rappeurs new-yorkais dont je parle. On avait le spoken word avant, on sait qu'on est issu de traditions comme peut-être ce que faisaient les Las Poestes dans les années 60, voire les griots africains, voire les troubadours ici en Provence. Mais c'est vrai que les disciplines sont devenues majoritaires. Et voilà, je ne sais pas si tu as répondu. Alors j'ai cherché, au départ de l'enquête, je me suis dit, je suis à Marseille, j'arrivais du Var, c'était pas très loin, mais il y a quand même une frontière entre les deux, et je me suis dit, il faut que je trouve un parrain. Donc il existe un parrain du rap marseillais. Maintenant, je peux vous le dire, à l'époque, je n'avais pas le droit de citer son nom, c'est Philippe Subrini. Alors Philippe Subrini, on lui rend hommage. C'est quelqu'un en 73-74, donc qui voit à Marseille débarquer le Florestal. C'était un porte-avions militaire américain. Et là, pour la première fois, il s'est rendu compte qu'il y avait une radio, il y avait des ondes qui diffusaient de la musique hip-hop. Donc il a récupéré les vinyles. Progressivement, il était animateur de radio, c'est Radio Star, Radio Sprint, donc tout début des années 80.
Et là, il a commencé à diffuser de la musique hip-hop. Des jeunes ont écouté, sont arrivés dans les locaux de Radio Star et Radio Sprint. Et ce qui est dit, en tout cas, tous les acteurs de rap marseillais portent cette histoire. Au moins, ils s'entendent sur un socle commun, qui est que Philippe Subrini est au départ du rap marseillais. Donc, il a été libraire dans une librairie ésotérique sur les allées Léon-Gambetta, à peu près de 80 jusqu'en 2000. Maintenant, il est dans une maison dans le Luberon, dans sa montagne, tout seul et content de l'être. Et il est, on va dire, libraire indépendant. Dans tous les cas, c'est toujours une référence dans le milieu rap. C'est quelqu'un qui nous appelle, qui nous a appelés. Il m'a appelé, il a appelé Mourad, il a dit c'est bon, je suis content que vous interveniez ensemble, que vous parliez de l'histoire du rap. Et je crois qu'on peut dire qu'il y a un parrain. Enfin, cette question du parrain sur la place marseillaise. C'est l'équivalent du DJ Dynasty à Paris, de gars comme Afrika Bambaataa à New York. C'est des parrains, ils nous bénissent et puis ils nous donnent leur aval ou pas. Dans ce type de conférence, on a souvent son aval. Il n'est pas souvent d'accord avec certaines choses qui se passent du côté du rap marseillais plutôt commercial. Mais pour ce genre de choses, il considère que on continue un petit peu l'œuvre en fait, du message. Pour te répondre sur notamment ce que tu disais tout à l'heure, est-ce qu'il y aurait une origine du rap? Moi, j'en suis pas persuadé parce que quand on creuse un petit peu la pratique américaine en fait, qu'on pourrait qualifier d'africaine-américaine, afro-américaine, ça dépend les exceptions. En fin de compte, on s'aperçoit à l'intérieur entre guillemets de la naissance du hip-hop qu'il y a beaucoup de migrants, d'immigrés, parce que quand le débat anime actuellement le hip-hop américain, notamment entre les communautés latino et les communautés nord-américaines, notamment de New York, en fait, qui sont issues des grandes migrations des États du Sud. Le débat existe en fait sur, entre guillemets, les États-Unis étant beaucoup plus que nous portés sur la question de la race, sur l'origine du hip-hop. Quand on regarde même du côté de ce que certains vont qualifier de noir américain, on va s'apercevoir qu'un DJ comme Cooleur, qui est d'origine jamaïcaine, que Grandmaster Flash vient des îles Barbanes, qui c'est un Caribéen, que les premiers crews, les premières équipes de danseurs, notamment les New York City Breakers, qui sont des légendes, étaient essentiellement des gars venus de Cuba et de Porto Rico. Donc à un moment donné, c'est d'ailleurs ce qui nous a plu, c'est d'ailleurs le message de Afrika Bambaataa qui a été celui qui a politisé, on pourrait dire ça, le mouvement hip-hop. En réalité, on a une vocation universelle. Parce que vous seriez étonné de voir les composantes, c'est ce que tu disais, des personnes qui sont dans les groupes de rap, de voir de quel type d'horizon ils proviennent, que ce soit par leurs parents ou même eux directement. Et c'est très divers et on arrive, notamment par ce type de discipline, à tomber d'accord. Moi, je me rappelle de discussions animées sur des sujets, on va dire, clivants, Israël-Palestine, des questions de religion au sein de nos formations respectives, parce que quand vous regardez, vous allez vous apercevoir que vous avez la personne qui est issue d'une famille italienne catholique, vous avez l'autre qui va venir d'un couple plutôt nord-africain, plutôt libéral, et ainsi de suite. Le Corse qui va venir avec ses velléités d'indépendance, l'Arménien qui va nous expliquer qu'il vient d'un peuple qui a beaucoup souffert, comme ce que chantait à l'époque Tonton David, Feu Tonton David. Donc tout ça, c'est ce qui nous a plu en réalité, ce qui nous a rassemblés, y compris pour les filles qui étaient de la partie, je ne dirais pas 50-50, mais presque. Et en réalité, c'est, je pense, à mon avis, simplement un logiciel
qui a besoin que de nouvelles données viennent l'enrichir, comme elles le font actuellement, mais qui continuera, à mon avis, malgré ce qui nous avait été dit dans les années 80, qu'on n'était qu'un phénomène de mode. Je pense que le hip-hop n'est pas encore mort, voilà, pour ces détracteurs de l'époque. Bon, moi, j'ai envie de vous entendre dans ce que vous connaissez, dans les questions que vous pouvez poser. Mourad, je ne sais pas, enfin, si tu as quelque chose à rajouter. À vous. Ouais, vous avez à Marseille, vous avez un rappeur qui est assez intéressant de ce point de vue-là, c'est Redka. Redka, il a fait un morceau dont j'ai oublié le titre. Redka, ça s'écrit R-E-D et K plus loin. Il a notamment participé aux derniers albums d'Ayam et d'autres artistes. Il a fait un morceau justement où il reprend toutes les références du rap français en fait sous forme de citation. Il a même poussé le vice dans son clip à extraire des scènes de clips de référence en fait de ces morceaux pour les réinterpréter à l'intérieur. Du côté parisien, j'aurais tendance à dire que vous en avez pas mal. Des gars comme Luvresval. Luvresval a fait un morceau qui s'appelle 93 BPM. Alors BPM, ça veut dire beat per minute, c'est la fréquence en fait. À l'heure actuelle, si vous écoutez bien le rap, en fait, les fréquences sont assez élevées, elles sont au-dessus de 110. C'est très rythmique. Tac, 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 tac. Je ne sais pas si vous voyez à quoi je fais allusion. Alors que dans les années 90, le BPM était souvent long, plus bas, et ça permettait d'avoir notamment un phrasé qui permettait de dire beaucoup plus de choses d'une manière posée. Ça rejoint un peu ce que tu disais. On racontait peut-être plus de choses. Parce qu'on avait plus de temps, on n'était pas poussé par le rythme. Aujourd'hui, c'est plutôt dansant, c'est souvent répétitif. Et donc, ce fameux rappeur actuel, qui est d'origine de banlieue parisienne, lui, il a fait un morceau en faisant une référence à ce rythme qui était le rythme des années 90. Voilà, comme une référence aux anciens. Oui, je t'en prie, Samia. Bonsoir, merci beaucoup pour vos interventions respectives. Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre interprétation oui, je ne me suis pas présentée, pardon, Samia Chabani, je suis directrice de l'association Ancrage qui travaille sur l'histoire des migrations à Marseille. J'ai trouvé que ton article, Mourad, était très intéressant dans son approche finalement de cette mise en perspective de l'histoire du rap à travers la question migratoire. Et je pense que cette conscience que chez les rappeurs de prendre la parole et d'être acteur, et tu parlais des spoken word, et tu parlais de cette façon dont on peut, à travers une expression artistique, finalement tout simplement être acteur et prendre la parole, c'est quelque chose qui a beaucoup traversé les mouvements sociaux de l'immigration, et notamment dans les années 80, les marcheurs, qui aussi prenaient la parole pour revendiquer une égalité des droits, pour revendiquer pas seulement une égalité des droits entre Français et immigrés, une égalité de droits en tant que Français. Et je pense que la concomitance des mouvements entre ces mouvements artistiques émergents, alors de banlieue, tu as raison, Béatrice, ça a tout de suite créé un biais sur la question ethnique. Elle était très proche en fait cette concomitance des mouvements sociaux et artistiques sont un fondement vraiment important d'un mouvement qui n'est pas du tout à circonscrire à Marseille, qui était un mouvement beaucoup plus large, qui était la marche pour l'égalité contre le racisme, qui était une revendication de Français issus des migrations à être Français à part entière. Et je pense que le rap a porté, mais plus largement le mouvement hip-hop a porté cette parole. NTM évidemment en région parisienne et en partie Ayam probablement à Marseille. Mais je pense que dans cette expérience-là, l'éducation populaire, ce que tu disais, le socio-cul, a joué un rôle extrêmement important et structurant, puisque c'était dans les MJC, dans les mouvements d'éducation populaire, qu'on trouvait aussi les moyens de production, d'une certaine manière, de ce mouvement artistique. Aujourd'hui, malheureusement, c'est plus difficile.
et c'est plutôt relégué en fait à louer un studio. C'est relayé, je trouve, et relégué à une forme très commerciale. Et je trouve ça très dommage. Voilà, que dans la discussion, j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus parce que je pense que c'est vraiment important. Merci. Je peux répondre, si tu veux. Oui, bon, en fait, j'ai fait un petit peu exprès tout à l'heure en expliquant voilà, les graines qui étaient plantées, notamment ce que tu dis, les velléités d'émancipation. C'est très marqué aussi dans le hip-hop parce qu'en réalité, les premières graines se revendiquent des mouvements des droits civiques aux États-Unis, voilà, des années 60. Donc cette prise de parole, bon, c'est une évidence en réalité pour le rap. Et quand on regarde la manière dont il a pris à Marseille, tout à l'heure je faisais allusion à l'album concept d'IAM. Je veux dire, quand on a écouté ça à 17 ans, nous, ça nous a mis une claque. Parce que ça parle de violence policière, ça parle voilà, de personnes qui dorénavant ne sont plus soumises à l'État, au jacobinisme. Pour nous, ça nous a émancipés. Mais ça nous a émancipés dans le sens où on avait l'impression d'être des ovnis à parler de ces sujets-là. On mettait nos postes, les fameux ghetto blasters, pour ceux qui connaissent, ce sont des gros postes de musique, là où on mettait et puis on mettait ça à fond dans le métro à Marseille, quoi. Puis tout le monde nous regardait, puis on était sûr que les contrôleurs allaient nous arrêter à la station d'après, mais en fin de compte, le simple fait de passer ce genre de morceaux avec les paroles que ça contenait, on avait l'impression que c'était terminé, que la révolution elle était en marche. Mais c'est vrai que bon, ce qui est souvent reproché au rap, c'est un peu ce que tu dis aussi, c'est que en fin de compte, c'est devenu un objet de commerce. C'est devenu un objet de commerce, mais cette critique-là, on pourrait la faire même à l'art, de manière générale, l'art contemporain. Quand vous avez des gens qui arrivent à vendre des t-shirts tout blancs, et à des sommes exorbitantes, c'est la même critique qu'on va faire. C'est la critique, on va dire, du néolibéralisme, sauf que par rapport à, on va dire, à l'essence même du hip-hop, c'est pour ça que souvent on utilise le terme hip-hop plutôt que rap, y compris pour la discipline vocale, c'est qu'on considère que c'est une contre-culture, y compris une contre-culture au sein même de la société américaine. Je veux dire, qui aujourd'hui est capable, comme l'a fait Eminem, qui est un rappeur, on va dire plutôt blanc, de faire des paroles en plein direct, à insulter le président Donald Trump et en revendiquant sa fraternité vis-à-vis de ses frères noirs américains. Quelle est la discipline, quelle est la pratique artistique qui est encore capable de faire ça aujourd'hui? Même si Eminem vend des milliers, des centaines de milliers de disques, peut-être des millions, moi, je n'ai pas encore trouvé l'étape d'après. C'est ce que je dis souvent. Tout à l'heure, quand je disais le hip-hop n'est pas encore mort, parce qu'on nous a souvent dit ça. On nous a souvent dit, bon, les jeunes, vous êtes bien gentils avec vos casquettes et vos survêtes, mais l'année prochaine, vous reviendrez nous voir et vous ferez autre chose de votre vie. À l'heure actuelle, que ce soit dans une histoire peut-être de métier, d'accomplissement de soi, voire de contestation, je n'ai pas trouvé l'étape d'après. J'attends de l'avoir en réalité. Mais à l'heure actuelle, je pense que ça reste la meilleure contre-culture qui d'ailleurs se diffuse dans la société de plus en plus. Les Noirs américains, à un moment donné, dans les années 90, ils se disaient c'est sympa, on sort des disques de gangsters et nos cassettes sont écoutées dans les foyers des jeunes familles riches blanches de banlieue. C'est d'ailleurs ça qui a créé à un moment donné un mouvement de contre-révolution où dorénavant sur les disques de rap il fallait qu'il y ait attention, paroles explicites parce que certains parents assez conservateurs, pro-famille, ne supportaient plus que leurs enfants écoutent du rap, où c'est vrai qu'on faisait quand même l'apologie du gangstérisme, peut-être des fois par exotisme, mais bon, ça a posé problème à la société américaine. Et aujourd'hui, il est vrai que les paroles d'NTM du monde de demain, elles avaient 30 ans d'avance sur le mouvement des Gilets jaunes. Je suis désolé, hein, j'ai une sympathie pour les Gilets jaunes, j'en ai même défendu beaucoup devant les tribunaux, au moment où la répression était assez sévère.
Mais à l'époque, comme l'ont dit certaines personnes, notamment des mouvements comme le MIB, le mouvement des banlieues, et ainsi de suite, on aurait voulu qu'il y ait des gilets jaunes avec nous au moment où on souhaitait de l'égalité, peut-être de la considération, des meilleurs logements, et ainsi de suite, quoi. Bonsoir. C'est Ali. Ça va? Moi, je voulais revenir un peu sur le côté socioculturel, le sociocu que Béatrice évoquait. Tu en parlais déjà il y a quelques années quand tu es venu nous voir à la Savine. À la Savine, hein. Ali fait partie des Bivice. Et on continue à œuvrer au niveau associatif par la mise en place d'une structure de production en plein cœur des quartiers nord. Plus de 40 ans, je crois. Combien? 30. Ouais. Et c'est vrai que nous, on a le regard sur le côté plutôt socioculturel du hip-hop, parce que Bivice, c'est dans la même mouvance que Uptown, le groupe de Mourad. Et on a pris un virage socioculturel parce que un des nôtres a été tué par les colères de fiches du Front National en 1995. Et c'est vrai que le côté artistique, on ne voulait plus. On n'avait plus la force et on a pris ce virage socioculturel parce que l'association existe toujours. Et ce côté-là, tu disais que c'est sur des fonds politiques de la ville, sur des fonds du développement social et urbain, de la prévention de la délinquance ou de la toxicomanie. Et c'est toujours le cas. Vous savez que ce volet-là est toujours, en 2022, on est toujours sur des crédits politiques de la ville si on veut faire des ateliers autour du hip-hop. Voilà, ça fait que ça n'a pas changé 20 ans après, quoi. Et je me souviens, donc c'est émouvant pour moi, parce qu'effectivement, il y avait Uptown du côté de Saint-Joseph et les Bivice à la Savine. Et tu vois, j'ai réécrit un article concernant la mort de Mohamed Ali, qui a été tué par... c'est un activiste du Front National. Et moi, je me souviens de la scène rap marseillaise, qui avait été extrêmement active, où il y avait eu de partout des concerts. Bon, évidemment, à la Savine, il y en avait eu vers l'Espace Julien. À l'époque, ça avait été négocié. Et il y avait eu quelque chose d'extraordinaire. Et là, j'ai vu une scène rap marseillaise qui bougeait politiquement, mais politiquement dans le sens grec du terme. C'est-à-dire des citoyens de la cité qui disaient non. Non, parce que nous ne sommes pas d'accord avec une certaine façon de penser la ville. Donc pour moi, ça reste encore un moment extrêmement fort, politiquement et artistiquement, parce que la scène rap marseillaise s'est complètement consolidée autour de cet événement. C'est vrai qu'il y a eu SOS Racisme, il y a des associations qui se sont raccrochées, mais c'était suffisamment important pour qu'il y ait une coalition totale, quoi. Donc ça a été un événement très important, enfin, que je considère comme étant encore très important dans ces années 94-95 et encore un peu après. Ouais. C'est une des définitions du hip-hop marseillais, pour en revenir à la question de tout à l'heure, c'est que nous, on a vécu ce traumatisme, notamment avec Ibrahim Ali, hein, ce jour-là, on s'est dit que finalement, ça pouvait arriver. C'est-à-dire que la discipline qu'on pensait être quelque chose d'artistique pouvait nous conduire à générer autant de haine pour finalement être victime de ce genre de choses. Et c'est vrai que pour reprendre aussi la question de qui sont les rappeurs actuels, etc., Ibrahim Ali est souvent cité dans les paroles, notamment toujours le rappeur Redka, hein, fait allusion, mais il y a d'autres rappeurs. Vous avez même un film qui s'appelle Freestyle, que je vous invite à découvrir, qui a été remasterisé et qui peut se trouver en commande. C'est
notamment un groupe de musique, de rap marseillais qui est suivi dans son quotidien, qui pour moi est quelque chose d'assez réussi. Et l'événement tragique concernant Ibrahim Ali est relaté à l'intérieur. Donc c'est voilà, plutôt que du style, on préfère se considérer comme héritier de cette histoire en fait. Plutôt qu'un style musical, est-ce qu'on va mettre plus de vocodeurs, passer de vocodeurs, d'autotune ou autre voilà, nous on considère qu'on est tous issus de cette histoire. Oui. Alors il y avait une madame au fond et après on revient devant, mais c'est vrai qu'elle a... Bonsoir. C'est Jo. Attends, avant que tu poses ta question, est-ce que tu es d'accord sur le fait que les filles n'étaient pas discriminées, on n'était pas des machos à l'époque? T'es pas d'accord? On était des machos en plus. Aujourd'hui, je travaille ici au musée d'Histoire. Merci. Donc, non, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que c'est vrai qu'on a vécu des choses formidables. Moi, j'ai un très bon souvenir d'Uptown. Par contre, il faut dire une chose, c'est que Uptown était très ouvert aux filles. Ouais. Ça, pour ça, je te remercie aujourd'hui, toi, Jackie et tous les autres. Parce qu'on était... Parce que sinon... on va tomber dans la caricature, mais... Non, c'est vrai qu'on était... Non. Ils étaient très ouverts. On ne sentait pas les clivages avec eux, c'était ouvert. Je me rappelle quand on avait ces soirées à Saint-Joseph, et où tout le monde était là, et il y avait tous les groupes qui venaient, on échangeait. Il n'y avait pas de comparaison ni rien, on passait juste un bon moment. Après... en étant une fille, c'était quand même autre chose, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on était jeunes. Et que quand on est jeune, il y a toujours ces clivages garçon-garçon et fille-fille. Donc en fait, quand même un garçon sait qu'une fille a raison, il y a quand même mes potes à côté, comment ils vont me voir et tout, je vais plus être un boys. Et c'était ça le problème. Ce qui faisait qu'on savait que dans l'intimité, on savait sur qui on pouvait compter. Et dans la généralité, on savait que ça faisait une voix. Voilà. On n'en a pas souffert, il fallait que ça nous forme, ça nous a formés. Moi, je ne m'en plains pas du tout. Je vais revenir sur la question en fait, du rap aujourd'hui et de l'essence contestataire. Je pense qu'on oublie quelque chose. Il est arrivé des outils formidables. Les smartphones, Internet, tout ce qui s'ensuit. Et forcément, je pense que si on parle véritablement les smartphones, YouTube et tous les réseaux sociaux, ont volé une bonne part au rap. Puisque avant, on pouvait vivre quelque chose, ou croire qu'on vit quelque chose, parce que tout à l'heure, on parlait d'Ibrahim Ali. Ce qui nous a ramenés sur Terre, parce qu'en fait, il faut dire les choses telles qu'elles sont, on n'avait jamais vécu la violence. Tu es d'accord, Ali? On ne l'avait pas vécu. Il n'y a pas eu que Ibrahim Ali, il y avait aussi ce garçon aussi, qui était tombé d'un scooter et que malheureusement, le quart de police en fait, avait ramassé. C'était un accident malheureux. Et là, on se rend compte qu'en fait, non, on ne connaît pas véritablement en fait, l'opposition, le racisme, oui, mais... Tout est modéré, tout est, on va dire, modéré. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé aux États-Unis. Il y a des racines à Marseille. Marseille, c'est l'immigration. Les États-Unis, c'était le débarquement forcé, obligé, des meurtrissures dans l'âme, de génération en génération. Ils n'ont pas eu les mêmes combats que nous. Et nous, on était jeunes. Ce qu'il y a, c'est qu'en lisant ces choses-là, on s'est rendu compte qu'il y avait une autre histoire. Et ça nous a animés, c'était tout simplement humain. Et forcément, quand on lisait ces choses-là, je pense que tous ceux qui faisaient des textes, ils étaient investis. Ça n'a rien de mal. Le problème au jour d'aujourd'hui, enfin, c'est pas un problème, c'est très très bien, c'est que maintenant, n'importe qui, cette jeune femme, Ali, ou ce jeune homme, ou ce monsieur,
on peut tout simplement sur des réseaux sociaux dire concrètement ce qu'on a envie de dire. Les plus bêtes choses du monde et les choses les plus utiles. Et c'est pas forcément qu'on ait entendu, parce que le buzz, des fois, c'est des petits chats en train de boire du lait ou d'ouvrir un lavabo, ou ben, Eminem qui insulte le président. Et je pense qu'en vérité, ça va donner en fait au rap, quelque part, à devoir faire autrement. Il n'y a pas que le rap qui a toujours dénoncé les choses. Tu parlais des bouffons. Les bouffons, ils avaient un jour dans l'année où ils pouvaient raconter tout ce qu'ils voulaient, ce jour-là. Après, je ne sais pas ce qui se passait pour eux. Hein. Mais en fait, chaque génération apporte quelque chose. Chaque génération a toujours passé par la musique ou la poésie et la philosophie, parce que ce sont des choses en fait qui vont très bien ensemble. Le rap a très bien su s'accaparer toutes ces choses-là. Et je pense qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand on parle de la nouvelle génération de rap, ils sont comme nous. Ils ne sont pas encore mûrs. Des fois, on est mûrs avant, mais on n'est pas compris. Et des fois, ben, on n'est pas en fait dans ce qu'il fallait. C'est en vieillissant qu'on devient bon, qu'on devient meilleur ou pas. Et je pense le rap a encore un bon avenir. On attend seulement de voir. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Il y a un élément de contexte où justement on peut mettre en parallèle l'époque actuelle et l'époque des fins des années 80-90. C'est qu'à l'époque, quand tu étais, comme on dit à Marseille, un dégain et que tu commençais à écrire tes textes et à t'entraîner dans ta chambre, etc., comme maintenant tu peux le faire sur ton smartphone, c'est une chose. Mais à l'époque, quand tu avais des scènes, même des scènes micro-ouvertes, qui sont des espaces, on va dire, de pratique ouvertes à tout le monde, hein, il suffisait d'aller s'inscrire et chacun avait son tour. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, pour monter sur scène, alors que personne ne te connaît, que tu es peut-être venu avec ta bande de 20-30 personnes parce que tu as réussi à... et après t'imposer comme un lyriciste reconnu par des fois des gars venus de l'autre quartier, des gars et des filles qui sont plutôt un quartier ennemi, etc., mais qui à la fin viennent te faire leurs félicitations parce qu'ils ont aimé la manière dont tu as prosé, tu as kické, comme on dit dans le jargon. C'était autre chose que ce qu'on voit actuellement, c'est-à-dire quelqu'un qui va à un moment donné peut-être faire un freestyle tout seul devant son smartphone, certes le publier sur les réseaux sociaux, mais qui n'est pas à l'abri après derrière d'avoir un retour qui des fois est très fulgurant, alors qu'à l'époque c'était quand même quelque part plus sain, parce que la réponse était immédiate, et si tu n'étais pas capable, et si tu étais en capacité de mesurer tout de suite l'hostilité de ce que tu allais raconter, même si c'était des bêtises ou quoi que ce soit, parce qu'on en avait certains à Marseille qui faisaient le show en faisant presque des raps comiques, ce qui était bien d'ailleurs, ça rejoint le thème de la semaine de la pop philosophie. Je pense notamment à un célèbre rappeur qui s'appelle Bouga, que vous devez connaître, voilà, que je vous invite à redécouvrir, parce que c'était quand même assez comique ce qu'il faisait, y compris sur scène, parce que c'était le premier à se foutre de la gueule de tous les rappeurs de Marseille, y compris ceux qui étaient presque des stars déjà à l'époque, mais ça nous permettait de redescendre un peu sur terre. Mais bon, c'est vrai qu'on est dans une autre période, et bon, nous, il faut qu'on l'accepte aussi, que finalement, le filtre se fait après, et des fois il se fait de manière très violente, parce que les réseaux sociaux sont sans pitié. Je ne sais pas si tu vois des réseaux comme Twitter ou quoi que ce soit, ça cisaille de tous les côtés, quoi. J'aimerais pas être à leur place des fois. Et refaire des photos sur les mêmes lieux où on était avec ce qu'on est devenu maintenant, 30 ans après. Et pourquoi pas avec des enfants. Donc je vous donne 1 an et demi, j'invite tout le monde, aux gens qui ont participé à la vie du Vieux-Port. Il y a du bon. Voilà. Et voilà. Il y a du bon. Voilà. Nous, on a fait il y a un rappeur marseillais qui a fait un clip, justement, il a fait le jeu des photos de l'époque, c'est Napo. Le morceau Marseille en vrai dans les jeunes générations. Il retrace un petit peu l'histoire de Marseille. Napo, Marseille en vrai. Alors, il y a une question. Est-ce que tu as le micro, tu le lâches? Oui, bonsoir.
Merci pour vos interventions. Je voulais juste peut-être approfondir deux petites remarques. La première sur la question du sexisme et de la discrimination à l'égard des femmes. Dans ce cas-là, pas dans la sphère privée, puisque je ne vous connais pas, mais dans la sphère plutôt publique, ou tout du moins dans les paroles, dans ce qui peut être dit des femmes dans les chansons de rap, que ce soit marseillais, que ce soit autres, français ou américains, et que ce soit à l'époque ou aujourd'hui. C'est vrai que j'ai un peu du mal à considérer qu'il n'y ait pas de problème de sexisme. C'est pas spécifique au rap, évidemment, mais c'est vrai que Béatrice Bernat, vous disiez que vous ne voyiez pas le sexisme dans le rap marseillais, tout en disant dans la même phrase que les femmes étaient considérées en tant que mères et ou épouses, mais en tout cas mères, et que de ce fait, on n'y voyait pas vraiment de discrimination. À mon sens, moi, le seul fait de dire ça, j'y vois quelque chose un peu de sexiste. Et j'aurais aimé avoir votre avis sur la question. Et le deuxième point, c'était sur un peu l'actualité du rap à Marseille et ailleurs. C'est vrai que vous parlez beaucoup au passé. Moi, j'aurais aimé avoir votre avis sur ce qui se passe un peu aujourd'hui. Et aussi l'utilisation des réseaux sociaux qui, à mon sens, permet aussi que le rap devienne une pratique culturelle légitime qui permet aux gens de la découvrir, de la partager, d'en parler à l'école, là où en fait c'est le lieu des pratiques culturelles dites légitimes et donc savantes, dont le rap ne faisait pas partie, tout du moins il y a encore quelques années. Donc voilà, j'aurais aimé avoir vos avis là-dessus. Merci. Alors, merci pour cet exposé extrêmement bien structuré. Alors, je me rappelle plus des questions. Alors, sur le sexisme ou le genre, donc moi, j'ai un parcours militante dans des associations féministes, militante socialiste. Enfin, je veux dire, voilà, ce militantisme, il m'habite, il fait partie de moi. Sur les questions de discrimination, donc effectivement, tu as tout à fait raison. J'ai parlé de la figure maternelle qui est très souvent en opposition. On est en opposition avec l'autre figure. Quand je disais je n'ai jamais entendu, je n'ai pas vu de sexisme dans le rap marseillais, dans le sens où ils ne parlaient pas, majoritairement c'était des hommes. Ils ne parlaient pas des femmes et lorsqu'ils en parlaient, lors des entretiens sociaux ethnographiques que je faisais, c'est pour parler de souvent la figure maternelle ou la sœur ou la chérie. Mais il n'y a jamais eu de propos contre les femmes ou de propos discriminants vis-à-vis des femmes. Maintenant, dans le rap actuel, moi, ce que je déplore, c'est notamment ce qui relève des images, un rap qui est importé, avec des femmes dénudées, etc. Mais je répète, pour moi, on n'est plus dans l'histoire sociale du rap marseillais, notamment entre les années 90 et 2000. Donc militante, je le suis, je le resterai. Je continuerai à dire que ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu durant ces 10 années d'enquête, c'est quelque chose qui ne comprend strictement aucune discrimination envers les femmes. Et voilà, donc après ce que je pense de ce qu'il se passe actuellement dans le rap, je ne suis plus au fait. Mais je répète, c'est pas uniquement que si on parle de discrimination sexiste, alors on sort du rap. Et là, on parle de faits de société. Donc c'est un autre débat, mais selon moi, qui n'est pas à rattacher à cette forme artistique. Alors, on a tendance à parler au passé, parce que sur certains points, c'est plus parlant. Moi, je vous encourage à découvrir une rappeuse marseillaise qui s'appelle Gladys, de Damayor, D-A-M-A-Y-O-R. Vous lisez vous réécoutez, vous lisez tranquillement ces textes, et vous allez trouver un discours, on va dire, encore plus affirmatif sur le genre, le sexe, enfin, peu importe le qualificatif, que la plupart on pourrait dire, des rappeuses féminines actuelles. Moi, ce que je reproche au rap actuel, c'est un petit peu mon point de rupture, c'est justement ça, c'est la barrière qui est franchie, notamment avec l'objectivisation du genre. Voilà, alors qu'au préalable,
Tout à l'heure, quand je disais que c'était un mouvement qui a toujours dans son essence un universalisme, c'est un universalisme, c'est-à-dire que tous les sujets sont finalement égaux, peu importe ce qu'ils sont. C'est ce qui doit perdurer, de la même manière que certains nous diraient ok, c'était il y a 30 ans, il y a 40 ans, je leur rétorquerai que finalement l'égalité elle date de 1789 finalement, et qu'elle n'est pas encore conquise de manière totale, plus de 200 ans après. Donc c'est un faux débat de mon point de vue. Je pense qu'il y a des sujets, des acteurs qui restent dans ces dominantes, qui restent fidèles en fait à l'essence qu'est le hip-hop. Il y en a certains qui ont même duré plus de 40 ans. Il y en a certains qui sont pervertis. Vous en avez certains qui aujourd'hui sont des jeunes générations qui ont bien compris le message. Le même message en matière de lutte, des fois contre l'habitat indigne. Écoutez le message de Grand Master Flash qui date de 1989 et finalement vous allez vous dire que ça concerne ce qu'on peut vivre dans un quartier défavorisé marseillais ou autre. Et réécouter Ladies First, Queen Latifah qui n'a jamais caché son homosexualité dès le départ, mais ça posait aucun problème. La société nous a importé ces problèmes, notamment ces questionnements, mais comme je l'ai dit, la vocation universaliste, elle était qu'à partir du moment où on avait capté ce que certains appellent le message, ou finalement ce que plus tard d'autres ont considéré que on faisait des choses pour nous-mêmes, pour nous, par nous, c'est-à-dire qu'on devenait acteur de notre propre destin, c'est-à-dire on luttait aussi contre le déterminisme social. Ça, c'est des constantes, y compris avec l'universalisme, l'égalité, peu importe d'où on vient, qui on est. Ça restera des constantes parce qu'en réalité, c'est ce qu'on cherche tous, enfin, du moins je l'espère. Et quelque part, on est nous-mêmes très critiques vis-à-vis du rap actuel, du fait qu'il est infiltré par le néolibéralisme, on va dire, qui va faire que le corps, la prédisposition du corps, si c'est fait pour une réelle quête de liberté, soit. Moi, je suis plutôt juriste français, donc j'ai quand même une petite limite à la liberté absolue, mais je sais que les jeunes générations ne sont pas forcément d'accord avec ça. Ils considèrent que la liberté est absolue, etc. Alors que moi, je considère qu'elle doit être tempérée à minima par la liberté des autres en face. C'est ce qu'on a tous appris, mais ce n'est pas dans l'air du temps. Et puis après, d'un autre côté, il est clair qu'il ne faut jamais non plus oublier que derrière la liberté se cache peut-être un cheval de Troie néo-capitaliste qui veut se servir de ça, peut-être pour simplement vendre des produits et des services, et fait croire que c'est une pseudo-liberté. Là, on rentre dans la philosophie. Mais effectivement, il y a des rappeurs, comme il y a des artistes, il y a des humoristes qui se servent de ça, qui jonglent sur ça. Alors, qui sont les vrais, qui sont les faux? Comme on avait tendance à dire dans les paroles d'un groupe parisien qui s'appelle Little MC, que je vous invite à découvrir, Little et MC. Ils avaient un morceau qui s'appelait Les Vrais. Et à l'époque, nous, on se considérait soit du côté des vrais, et ceux qui n'étaient pas avec nous étaient contre nous. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas encore compris à quelle heure, à quelle étape était la société. C'est aussi ce que disait Public Enemy quand il expliquait qu'il fallait savoir quelle heure il est. Il fallait être conscient, hein, c'est dans l'origine notamment des mouvements comme le wokisme. Il commençait notamment toujours des morceaux en disant « J'espère que vous savez quelle heure il est ». Ça ne veut pas dire il est 20h30, on commence le concert. Ça veut dire « J'espère que vous avez compris la société dans laquelle vous êtes aujourd'hui ». Et puis après, ils étaient censés donner des solutions. Les solutions, aujourd'hui, c'est vrai qu'on les voit pas trop émerger, quoi. Je ne sais pas si on a répondu à la question. Moi, j'ai une question. Je pourrais vous donner les références des rappeuses dont je parle. J'ai le micro. Je crois que...
parlais du festival qui a lieu tous les étés. Oui, tout à fait, oui. Ouais, ouais. Alors, non, c'est la nouvelle municipalité qui nous a réouvert ses portes, parce qu'à Marseille, en 95, toutes les portes ont été fermées. Nous, on est passé d'un adjoint à la culture qui nous amenait même faire des festivals de poésie au fin fond d'Italie à un Jean-Claude Gaudin. Enfin, moi, je me rappellerai toujours l'élection de Jean-Claude Gaudin. C'était comme si on était tous en deuil, parce qu'on savait qu'il n'allait plus avoir d'hip-hop. Ouais. Je fais une parenthèse, Christian Poitvin, enfin avec le CIPM, ça a été, quand on parle des années 90, ça a été quelqu'un d'exceptionnel. Le système Friche Théâtre, des gens comme Foulquier, Poitvin, le CIPM, enfin ils ont permis à la scène hip-hop, elle existait déjà, mais vraiment de bondir, quoi. Je veux dire, avec toutes les, c'est plus que des subventions, parce que c'était vraiment des studios qui étaient prêtés avec tout le matériel à l'intérieur, etc. Donc tout cela pour dire que... Excuse-moi Béatrice, je te coupe. Et des structures comme les Bevice, parce qu'ils font les modestes, mais genre les Bevice, c'est une structure associative, certes, qui est née, qui est renée de ses cendres après le malheureux épisode d'Imari Mali, mais qui a permis de lancer, en fin de compte, les artistes que vous voyez maintenant... que vous entendez à la radio et que vous voyez à la télévision, mais qui a su rester fidèle finalement au credo initial qui est que tout le monde doit avoir sa chance, entre autres. Et ça continue, hein, ça continue. Excuse-moi, je t'ai coupé. Moi, j'ai une question. Vous avez un regard assez critique sur le rap actuel et sur les pratiques commerciales, justement, mais est-ce que dans cette nouvelle identité artistique, il n'y a pas justement un droit à l'amusement, un peu comme tout le monde, où on est dans cette pratique où on se dit, ok, on a revendiqué, mais maintenant, est-ce qu'on ne peut pas juste danser comme les autres? Oui. En fait, c'est, quand je fais allusion au morceau The Message de Grandmaster Flash, vous qui applaudissez là-bas, ouais, vous êtes, ouais, voilà, Jo qui applaudit. En fin de compte, c'est un petit peu comme Colette Mani juste avant, comme des chansons des années 60. Quand à un moment donné, on est entraîné par quelque chose de très dansant, etc. Puis qu'après, quand on a 12-13 ans, on commence à comprendre un peu l'anglais, on traduit les paroles de The Message, où finalement... on penserait que le gars dit allez, on se met tous en cercle et on va taper des mains, etc. On va continuer à taper des mains, à se mettre en cercle, mais en fin de compte, il est en train de nous passer un message de fou. Il est en train de nous parler des gens qui pissent dans les cages d'escalier du South Bronx. Et à l'époque, ça c'est même dans le rap new-yorkais, on est passé justement de l'époque où c'était un petit peu inconscient, c'était les soirées Andy Warhol, etc. Il fallait s'amuser et finalement certaines personnes pensaient que c'était une instrumentalisation du hip-hop, dans le sens où vous êtes bien gentils, mais vous vous servez de nous, on est quoi? On est les nouveaux nègres qui font danser la bonne société bourgeoise qui se donne bonne conscience. C'est pas ça, hein. Le message subversif du hip-hop, ça a été justement qu'à un moment donné, ce cataclysme avec The Message en 89 a fait, regardez vous regardez des gars de Run DMC qui font encore des vidéos jusqu'à aujourd'hui, ils citent le message comme l'acte fondateur de hip-hop qui va devenir le hip-hop conscient pendant les 10 prochaines années, comme finalement la mayonnaise a prise à Marseille, parce que réécouter l'album concept d'IAM, vous allez être étonné de vous dire comment c'était avant-gardiste. Et c'est vrai qu'à partir de là, on a commencé à parler de discrimination, et des fois en dansant, hein, parce que je suis sûr que toi, quand tu voyais Flavor Flav, tu étais contente de le voir se trémousser sur scène, mais quand tu écoutais Chuck D juste après, qui était en train de parler de la condition de noir aux États-Unis, c'était peut-être funky, mais en écoutant les paroles, on savait que quelque part le côté subversif était là, hein, et puis c'est peut-être une manière de propager le message, finalement, en dansant.
Mais moi, je suis d'accord avec vous, en fait, dans ce que vous dites. Je suis d'accord, hein. Mais moi, je suis du même avis que vous. Des fois, je suis un peu triste. D'ailleurs, quand mon fils me fait écouter des morceaux, je dis, mais vous êtes tous dépressifs. Vous avez 20 ans, vous allez tous vous tirer une balle dans 2 ans si vous continuez. Nous, à 20 ans, ouais, on avait des problèmes, mais on en parlait, mais on aimait bien aller s'amuser, quoi. Et à la limite, si on pouvait faire passer un message. Mais moi, il y avait quelqu'un, un musicologue, qui m'avait dit tu devrais réécouter certaines chansons des années 60, y compris les personnes qui ont été citées dans la conférence. Et effectivement, il y avait beaucoup de double, voire triple lecture, même des chansons de Claude François, en écoutant bien. Et je me suis dit, ben, finalement, on fait la même chose que ce qu'eux faisaient, et on a toujours cru que c'était premier degré. Mais ouais, il y a peut-être un manque de finesse, quoi, à l'heure actuelle dans le rap, le rap mainstream peut-être, mais c'est jamais perdu, hein, c'est jamais perdu. Moi, je voulais savoir un petit peu quels étaient les contacts entre les rappeurs jugés commerciaux et les autres. C'est-à-dire que les rappeurs commerciaux, c'est je prends l'oseille et je me tire, ou est-ce qu'ils pourraient essayer de donner des subventions, des mécénats? Est-ce qu'ils le font? Est-ce qu'ils ne le font pas? Est-ce qu'en fait, parce que moi, ce qui me choque énormément, c'est en gros le pitch de la plupart de leurs clips, c'est grosse voiture, bimbo, piscine et michto, quoi. Donc, est-ce qu'en fait, une fois qu'ils l'ont, ils y restent? Donc, on est loin de la contestation. Ou est-ce qu'ils gardent quand même, dans l'esprit de la legacy, un petit lien avec les petits nouveaux? J'accapare encore le micro, Béatrice, excusez-moi. C'est un de mes sujets fétiches, ça. Enfin, un de mes sujets d'accrochage, notamment dans les gens que je côtoie dans le rap marseillais, c'est ça, justement. Et hormis nos chers Bivice qui sont toujours fidèles au poste, c'est souvent le côté critique que j'ai eu, moi, vis-à-vis du rap marseillais, enfin, du moins de ceux qui ont réussi dans le rap marseillais, parce que je considérais que, de la même manière que il y a eu les mouvements d'éducation, enfin, tout ce qu'on a connu, voilà, des gens qui étaient issus de ces mouvements et des mouvements ouvriers qui nous ont quelque part co-éduqués, hein, parce que l'école jouait quand même son rôle encore dans les années 70-80. C'est un peu le reproche que je ferais. Alors de là à dire que c'est bling-bling, c'est très commercial. Moi, je vous invite à découvrir un groupe de rap qui s'appelle The Roots, qui est un groupe américain. Le morceau What They Do. Et ils prennent à contre-courant, étant eux-mêmes américains, justement ce qui a été souvent reproché aux rappeurs. C'est-à-dire dès qu'ils avaient un contrat, la première chose qu'ils faisaient, c'était faire un clip avec des bimbos en maillot, en train de se frotter sur des grosses voitures. Et dans ce clip, en fin de compte, le rappeur qui est Black Thought, critique bien sûr le clip qui est en train de passer, et vous avez des sous-titres qui indiquent cette voiture tu l'as louée. Les filles là qui sont en train de se trémousser, c'est des filles d'une agence que tu as payée. Ils prennent vraiment à contre-courant les idées répandues plutôt dans ce qu'on appelle le gangsta rap, hein, parce que c'est plutôt le gangsta rap qui avait ce type de stéréotype. Mais après, c'est très américain. C'est très américain comme modèle. Malheureusement, ça s'est importé chez nous. Je pense qu'on a quand même au niveau du rap français une spécificité, quoi, qui est peut-être plus proche de nos sensibilités politiques, quoi. On est un peu les deux en France, hein. Je pense qu'on est aussi bien libéraux d'inspiration sociale, hein, solidaire. On est un peu schizophrène en France. Mais je suis plutôt tendance à vouloir que ça redevienne un peu plus collectif, je suis d'accord avec vous. Et qu'il y ait de la redistribution, qu'on n'a pas encore vue. D'autres questions? Oui. Excusez-moi. Ou avec, c'est comme vous voulez.
Oui, j'ai eu je suis enseignante en fait en lycée professionnel et il m'arrive de croiser au moins un cas tous les 1-2 ans. J'ai beaucoup d'élèves qui essaient d'écrire tout seuls dans leur chambre, mais je tombe de temps en temps sur des gamins qui ont fait un album ou 2 albums tout seuls dans leur chambre, notamment avec le confinement, et qui balancent tout sur YouTube. Et là, j'ai entendu pas mal d'informations qui étaient, enfin, en tout cas d'observations, sur où sont les structures de production qui peuvent accompagner ces gamins. Est-ce que YouTube, c'est vraiment si bien que ça? Moi, je veux juste dire que pour Ornal, mon élève qui a fait deux albums tout seul dans sa chambre, je pense que ça a eu au moins un avantage, malgré la solitude dont il m'a parlé, c'est qu'il parle très très bien des femmes quand il est seul dans sa chambre. Avec une tendresse et beaucoup d'attentes qu'il arrive à exprimer, qu'il exprime peut-être un peu moins quand il est en groupe. Donc moi, je voulais avoir un peu plus d'informations parce que j'entends parler d'une structure de production qui s'appelle Bivace. C'est ça, Bivace, oui, qui sont situés sur le quartier je connais pas. Dans le 15e. J'ai compris que c'était à la Savine. Ali, si tu veux. Et aussi présenter les Bivace, si tu veux que je fasse. Mais pas que ça. La municipalité aussi, qu'est-ce qu'elle propose? Comment est-ce que Moi, ils viennent. Je suis prof de français. Ils viennent me voir. Enfin, vraiment peu, mais c'est à moi de regarder les textes. Alors, je sais pas. Par rapport à ça. Voilà. Moi, j'aurais besoin de quelque chose d'un peu structuré pour savoir quelles sont les structures qui sont aujourd'hui proposées tant par la municipalité que par les associations, dans un contexte qui a changé depuis 10, 15, 20 ans. Voilà, merci. Alors, l'association des Bivace, Sound Musical School, se trouve dans le 15e, au quartier de la Savine. Je ne sais pas si tu veux prendre le micro, Ali, pour vous présenter ce que vous avez fait depuis très longtemps, ce que vous avez mis en place. Non, c'est comme tu veux. Sinon, en fait, c'est toutes les disciplines du hip-hop qui sont représentées chez vous. En fait, d'abord, pour vous répondre, madame, c'est les structures qui accompagnent le hip-hop, c'est nous, on fait passer nos valeurs. Ça veut dire que pendant qu'ils font de la musique, ils font des ateliers où on met à disposition le studio d'enregistrement, il y en a qui préfèrent faire du foot. Et voilà. Nous, le plus important, c'est de dire le gamin, il vient, il passe un moment, et pas en faire un artiste et pas lui faire croire qu'il va devenir une star. Ça on ne sait pas faire. Ça, on ne sait pas faire. Des Sopranos et des Zidane, il y en a un tous les siècles. Et ça, on n'a pas le droit de le dire aux gamins. C'est un moment qui passe et c'est lui donner, l'encadrer, donner les structures qui l'accompagnent. Et moi, je me refuse à... Bon, bien que beaucoup d'artistes que vous écoutez, que je nomme ou je nomme pas, viennent de la Savine, viennent de ce studio, c'est des ateliers. C'est des ateliers, il y en a qui font de la prévention par la musique, il y en a qui font de la prévention à travers le sport, et on est toujours sur ces crédits politiques de la ville que Béatrice évoque. Et c'est vrai que voilà, il y a des structures comme la nôtre, il y en a plusieurs, je pense qu'il y en a plusieurs, et la municipalité aussi propose des ateliers. Mais c'est des ateliers où les jeunes viennent passer un moment, s'inscrivent dans une démarche encadrée par des animateurs du hip-hop, parce que nous, ce qu'on fait passer au travers ces ateliers, c'est la culture. C'est la culture hip-hop, c'est la culture, parce qu'on vient de là, c'est la culture de vivre ensemble, c'est voilà, c'est ça qu'on veut faire passer. Et c'est pas les structures. Et c'est hyper important pour le gamin qu'il soit encadré. C'est pas lui mettre à disposition un studio avec un ingé son qui est un peu reconnu et avec une logistique, c'est hyper important. Il y avait des dispositifs aussi municipaux portés. J'ai la chance d'avoir Bex à côté, un dispositif qui s'appelle Planète Jeune. C'est les stars qu'on écoute aujourd'hui, sont à un moment donné passés par ce tremplin qu'on leur a offert. Et ça, c'est hyper important de ne pas faire croire aux gamins, aux jeunes qui vont devenir... voilà. Moi, je ne fabrique pas des artistes, je ne sais pas faire. Par contre, je suis un animateur, je suis un travailleur social, voilà. Ça, on sait faire. Là, ce qui est important dans ce que tu as dit, c'est qu'effectivement, alors il y a la pratique artistique qui
Moi, j'ai toujours tendance à conseiller à un jeune artiste en devenir, hein, même dans sa chambre. Il n'y a aucun souci, hein, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont composé dans leur chambre, y compris les plus grands. L'idée, c'est qu'ils arrivent à terminer ce qu'ils ont commencé. Ce qui est déjà beaucoup, en réalité, d'avoir quelque chose d'abouti. Mais ce qu'on constate, notamment quand on parle entre vieux cons du rap, c'est que les motivations au départ ne sont pas les mêmes que les nôtres, en réalité. Nous, on était passionnés, en fait. On était avec une énergie qui nous arrivait, certes, d'outre-Atlantique, mais on avait déjà saisi ce que ça permettait de faire, ça permettait de captiver. Mais en aucun cas, on avait des visées de vendre des disques ou à la limite de devenir des stars ou passer à la télévision. En fait, ce qu'on voulait, c'était qu'on existe. IAM, c'est le titre, hein, au-delà des différentes significations. IAM voulait dire je suis. Hein, donc, considérez-moi comme votre égal. Donc, je suis sur la place publique. C'était ça au départ. Et c'est vrai que dans la transmission des valeurs, à l'heure actuelle, on s'aperçoit que par moments, c'est vrai que ça se perd. C'est-à-dire qu'on préfère que ces jeunes artistes puissent permettre à ce que peut-être ce que nous on appelle le message passe de génération en génération. Ça c'est un petit peu le côté messianique du hip-hop en fait, hein, avec la Zulu Nation. Mais en réalité, à partir du moment où ils font ça pour les bonnes raisons, moi j'ai toujours considéré que je n'avais pas forcément besoin d'avoir quelqu'un qui m'accompagne, quoi, parce que encore plus aujourd'hui, les méthodes de production sont accessibles pour tout le monde. Les personnes sont en capacité de pouvoir même s'éduquer à leur manière avec Internet. Donc il faut vraiment les inciter à devenir acteurs même de la pratique de cet art. Il n'appartient à personne. Il faut qu'ils en soient convaincus. Voilà. Bien sûr. Ouais. Mais bien sûr, ouais. Mais ça revient, hein, parce que bon, la scène à laquelle on faisait allusion dans le cadre du festival à Marseille, ça fait que 2 ans en fait, hein, c'est avec la nouvelle municipalité. On a des scènes ouvertes qui commencent un petit peu à revenir. C'est vrai qu'on a eu une grosse période, notamment avec des exemples comme Planète Jeune qui ont été cités, qui étaient quand même soutenus par la municipalité. Mais là, il y a une volonté justement que ça revienne un petit peu à l'expression scénique, parce que ça, c'est important aussi pour rompre la solitude. C'est ce que je disais. Nous, à l'époque, on avait que ça, en fait, pour nous faire connaître. On était obligé d'aller au point de ralliement qui était peut-être l'espace Julien à Marseille ou d'autres scènes, et d'aller se frotter voilà, en se jetant dans l'arène. Hein. Je veux dire, la première fois que vous prenez le micro, même si vous avez beau avoir les plus beaux textes, comme je disais tout à l'heure, il faut être en capacité d'arriver et de vous affirmer face à une foule qui est des fois hostile, sachant que la plupart du temps, vous commencez par dire ce qu'on appelle le blaze. Et une fois que vous avez terminé, vous répétez votre blaze pour que les gens se rappellent de vous, en espérant qu'entre-temps, vous avez fait quelque chose qui retiendra l'attention, quoi. Mais c'est peut-être ce qui leur manque à l'heure actuelle, ouais. Je suis d'accord.
Peut-être que madame pourrait suivre un atelier, non, de création hip-hop. Je voudrais juste poser ma question. En fait, ça fait 3 fois que quelqu'un parle à ma place. Je commence à fatiguer. D'autant que, en fait, moi, j'ai appris plein de choses et sur des tas d'aspects différents liés au rap en général, au rap américain beaucoup, au rap marseillais un peu. Je suis contente qu'il y ait des témoins qui aient vécu, traversé cette histoire-là pour en parler. Voilà, ma question, elle est simple, c'est est-ce qu'au bout d'1 heure et demie de conférence, on pourrait tenir la promesse du titre et en arriver à une autre approche de l'histoire de l'immigration à Marseille? Quel est le lien entre le rap et l'immigration à Marseille? Est-ce que le rap ne naît que là où il y a de l'immigration? Moi, j'ai pas grandi ni à Paris, ni à Lyon, ni à Marseille, mais dans un bled. Je peux vous dire qu'il n'y avait aucun rap dans les années 80. Donc, est-ce que c'est lié à l'immigration ou est-ce que c'est lié à la contestation urbaine? Voilà, en fait, j'aimerais bien qu'on arrive au sujet, même si j'ai adoré vous entendre tous raconter une autre histoire. Alors, quand vous dites qu'on n'a pas abordé le sujet, je dénote quand même une petite partie de mauvaise foi. Parce que si vous avez bien écouté ce que je disais tout à l'heure, j'ai expliqué que, notamment, le rap, qui au départ est une discipline d'importation nord-américaine, a dans ses composantes déjà des migrations qui sont propres à celles des États-Unis. Alors, si on considère par exemple que les migrations des Nord-Américains, notamment après les guerres de sécession, pour aller dans le nord des États-Unis, dans les grandes métropoles comme New York, Chicago, etc., ce sont des migrations. Si vous y rajoutez une des plus grosses migrations, qui est la migration jamaïcaine aux États-Unis, qui est quand même favorisée par la langue, si vous considérez que vous avez Cuba, vous avez Porto Rico, et ainsi de suite, on a déjà abordé le sujet des migrations. Voilà. Mais j'y viens. Quand vous considérez notamment l'objet du hip-hop comme un objet d'histoire contemporaine, en fait, parce que finalement, dans les années 60, les mouvements contestataires, anarchistes, c'est simplement la révélation artistique de choses qui grignotaient depuis la fin du 19e, début du 20e, avec les mouvements ouvriers, le début du syndicalisme. Bon, ça a mis 60 ans à aboutir. Finalement, le hip-hop n'est que le révélateur de ce qui a démarré on va dire peut-être d'une manière très marquée à Marseille dans les années 60, avec les rapatriements, avec des nouvelles, on va dire, migrations issues des pays qui avaient acquis leur indépendance. Donc là, si vous voulez considérer que c'est quelque chose qui a forcément besoin de naître dans un contexte précis, peut-être ethnique, ou moi je ne suis pas persuadé, parce qu'en réalité, même en région plutôt rurale en France, moi j'ai mon neveu qui fait du rap, et entre eux ils considèrent qu'ils font du rap agricole, parce qu'ils rappent sur l'autonomie énergétique, sur le bio, ainsi de suite. Donc comme on l'a abordé tout à l'heure, le rap, il faut le voir comme un logiciel, en fait. C'est un logiciel qui obéit à certains codes, qui a effectivement certaines pratiques, mais il se nourrit éventuellement de nouveaux apports, nouvelles problématiques, et il continuera à le faire. Maintenant, si vous voulez qu'on vous détaille peut-être plus en détail les composantes au niveau migratoire dans les acteurs du rap marseillais, je pourrais vous dire que ça peut être aussi bien des immigrés du sud de l'Italie, comme mon acolyte dans le groupe Uptown qui rappait sur ce côté-là et ses origines, avec des mots d'argot plutôt d'Italie du Sud, comme des gars qui viennent de l'océan Indien, d'origine comorienne, réunionnaise, qui vont à un moment donné rapper en créole, comme peut-être de l'argot marseillais qui inclut déjà beaucoup de gitans, de calots, voire de dialectes nord-africains, qui n'est pas forcément de l'arabe littéraire. C'est tout ça et rien à la fois, en réalité. Le hip-hop, c'est ça qui est passionnant, puisqu'en fin de compte, il est universel, c'est ce que je disais. Il peut s'appliquer à des latinos dans les rues de New York qui vont rapper en espagnol,
Et en même temps, ils vont reprendre les codes de la musique du sud-américain en vous parlant de nourriture soul food, alors qu'en réalité, peut-être n'est au fait de ce type de cuisine dans le nord des États-Unis. Je ne sais pas si on a répondu à votre question, si vous êtes satisfaite. Et du coup, les rappeurs ont aussi une autre approche de l'histoire de l'immigration à Marseille. Ça peut être ça aussi le titre. Peut-être que c'est les rappeurs qui racontent l'histoire de Marseille différemment. Oui, c'est le parti pris, hein, en réalité. Pour nous, c'est le parti pris. Je vous envoie un petit article qu'on a publié dans Mars Actu, où on considère que c'est une histoire contemporaine de Marseille qu'on aurait plutôt tendance à situer à la fin du XXe siècle, au début du XXIe peut-être. Mais c'est une manière de relater l'histoire de Marseille. Après, il y a des gens qui écrivent sur Marseille. On a ici Philippe Pujol qui écrit aussi sur Marseille, et ça nous intéresse, qui raconte un certain Marseille. On a des gens qui font des conférences et qui nous parlent d'un certain Marseille. Il y a des gens qui écrivent, même je vous en renvoie à Claude Maquet, qui est une personne qui est issue de la Harlem Renaissance, dont on a redécouvert presque 100 ans après un manuscrit, et qui nous raconte Marseille des années 30, mais ça parle déjà de migration, et c'est très intéressant de s'apercevoir que finalement c'est toujours la même chose qui est racontée. C'est le roman qui vient d'être édité, après le banjo, où ça racontait la présence noire à Marseille, hein, bien avant ce qu'on pourrait penser, fantasmer que ça serait arrivé dans les années 70. Vous avez une communauté noire qui est très présente à Marseille, avec des interactions avec les locaux, et c'est très parlant. Comme vous allez pouvoir retrouver des choses équivalentes dans la présence d'Italiens, peut-être d'autres composantes de la population marseillaise, qui à un moment donné ont composé avec l'existant. Et c'est pas spécifique au rap, hein, je suis d'accord avec vous. Quand on parle d'immigration à Marseille, chez nous, on parle tout simplement de quartier nord. Et c'est la réalité, en fait. Parce que c'est ça l'immigration de Marseille. Quand on parle d'immigration de Marseille, on parle de quartier nord. Et on ne parle pas, en fait, de Comoriens, d'Algériens, de Tunisiens, de tout ça. Parce que nous, on a appris à vivre ensemble. Ça a toujours été l'histoire de Marseille. Seulement, effectivement, dans le rap aussi, c'est très bien. On avait... moi, je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas ce que c'était les Comores. Je suis mariée bien Comore aujourd'hui, mais c'est la première fois que j'ai entendu le nom du Comore, je l'ai appris ici. Et l'approche différente pour Marseille et pour le rap, c'est que déjà on a ce clivage du quartier, et tu sais que très bien, d'ailleurs on a même le groupe qui s'appelle Puissance Nord, et que c'est déjà la chose qui nous sépare. Et même si ça nous sépare, on faisait quand même ce que Donc, hein, pardon Mourad, je devais... Ça fait un moment que tu patientes. Ouais, non, mais j'ai tout mon temps, mais peut-être pas le musée d'histoire. Moi, j'ai vu le rap évoluer, en fait, hein, se gentrifier, arriver dans des sphères, même propager du vocabulaire qui était au départ très stigmatisant, en fait. Hein. Genre, il y a des termes qui sont utilisés maintenant par la jeunesse marseillaise, voire française, qui pour nous, à l'époque, étaient des marqueurs sociaux. Des expressions comme « cher ». Ça, on l'utilisait dans les années 80. Bon, je passe pour un vieux con auprès de mes parents que je leur dis ça aussi. Mais bien sûr, parce que nous, à l'époque, c'était quand même très marqué. On l'utilisait qu'entre nous. Plein d'expressions, comme des mots gitans qui maintenant, au départ, n'étaient pas très connus dans le nord de la France, dans le nord, dans d'autres parties de la France. Et maintenant, je m'aperçois que ça s'est propagé, notamment grâce au rap marseillais.
et des gens utilisent des expressions voilà, qui sont devenues limite, qui sont rentrées dans le petit Robert. C'est ça qui est intéressant aussi, hein. Moi je le vois aussi comme toi, comme une force qui nous a permis quelque part d'accéder et de nous mélanger avec des gens dont on n'aurait jamais pensé, avec qui on n'aurait jamais pensé se mélanger. Donc, ce qui nous est dit, on nous a accordé jusqu'à 8h moins le quart, mais c'est peut-être prendre une intervention et ensuite nous allons nous séparer. Oui, non, je voulais juste dire que pour moi, la question raciale, elle est quand même très importante dans le mouvement rap. Et si les quartiers nord, comme vous l'évoquiez, étaient mixtes, et il y avait des Italiens, des Arméniens, des Algériens, etc., il y a, dans les années 80, vous avez tout à fait raison de le rappeler, et ça apporte aussi une partie de l'histoire du rap. Mais aujourd'hui, les quartiers sont très différents, avec une dimension ethnique qui est très forte, qu'on le veuille ou pas. Et donc, du coup, oui, c'est quand on voit le titre, une autre approche de l'histoire de l'immigration à Marseille, je reste un petit peu sur ma faim, je dois le dire, parce que même si dans les années 80, il y avait des mouvements sociaux qui portaient des revendications qui étaient communes à tous les quartiers populaires, pour dire les choses simplement. Aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi des mouvements dans le rap qui portent aussi la question raciale, qui portent la question post-coloniale, parce qu'aujourd'hui, Cesare Mattina le dit très bien, il y a des histoires et des mémoires glorieuses de l'immigration, et il y a des histoires et des mémoires moins glorieuses de l'immigration. Et je pense que ça se voit très simplement aussi à travers tous ces textes qui sont portés par les rappeurs d'aujourd'hui. Voilà. Non, mais vous pouvez aussi répondre à la sollicitation de Samia, il n'y a pas de souci. Oui. Ben, comme j'ai l'habitude de dire, le rap n'est que le reflet de la société. Changez la société, vous changerez le rap. Voilà. Je le disais il y a 30 ans, je le dis encore aujourd'hui. Mais il ne faut pas nous faire porter le chapeau. Enfin, quand je dis, je parle encore, tu vois, je parle encore au présent. Mais on ne doit pas porter certes, on est une caricature, on est visible. Mais si la société devient de plus en plus libérale, si elle devient de plus en plus, on va dire, clivante, si la question de la race, la question du sexe, qui sont des importations quand même libérales, hein, en réalité. Moi, je suis assez universaliste, même beaucoup. Genre, c'est ma tradition, que ce soit dans ma pratique. Après, tu sais ce que je fais comme métier. Voilà, je considère que l'égalité, c'est l'égalité, des sujets de droit, c'est fondé sur ça. Donc voilà, c'est des choses qui nous sont quelque part imposées à l'heure actuelle, mais ça sera, je pense, quelque chose contre lequel moi, personnellement, Béatrice, d'autres, on luttera jusqu'à la fin de nos jours, parce que c'est notre modèle aussi. Et quelque part, Marseille a toujours été à l'avant-garde de ces combats. Genre, ça a toujours été un laboratoire de la France, Marseille. Genre, les Marseillais sont les premiers à être allés chercher l'égalité à Paris, et il faut que ça continue. Et ouais, c'est ça. Mais j'osais pas le dire. Mais bon, effectivement, voilà, ne faites pas le procès du rap qui est simplement un reflet de la société, quoi, que nous sommes tous aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas si tu veux le mot de la fin. Non, juste dire merci. J'aurais bien aimé que tu prennes la parole, parce qu'enfin d'avoir été ici, moi je trouve ça assez extraordinaire, quoi. Dans une semaine de la philo au musée de Marseille, je répète, pour parler du rap. Donc voilà, je voulais que tu termines peut-être. Non, le mot que tu as utilisé, les liens avec en effet l'histoire, la sociologie, enfin, pour nous c'est absolument important de mettre en avant aussi l'aspect contemporain en fait de la musique et le terreau, le dynamisme aussi que ça a mis en place en fait dans la société de Marseille, et que le musée d'histoire de Marseille puisse refléter cet aspect-là, pour nous c'est évidemment important. Et voilà, ça fait partie de la société marseillaise. Et sur la question de l'immigration, en effet, on ne va pas revenir dessus, mais nous, en tout cas, c'est très important qu'ici, au sein du musée d'histoire de Marseille, ce type de sujet puisse être évoqué, au-delà même, voilà, puisque c'est vrai qu'il faut retravailler aussi ces questions-là au sein même
du parcours permanent des collections pour que ce soit encore plus visible. Et ce qu'on souhaite faire dans un second temps, puisque tout le parcours permanent des collections va être refondu. Là, on est en train de réfléchir à ces questions-là avec notre directeur Fabrice Denise. Et donc, ce serait intéressant aussi que ce sujet-là puisse être, au même titre que d'autres sujets très contemporains, puisse être présenté au sein du musée. Voilà, donc en tout cas, un grand merci à vous d'avoir abordé ce sujet. Et on se dit peut-être donc le prochain rendez-vous. Alors, Jacques n'est pas là pour annoncer le prochain rendez-vous de la semaine de la pop philosophie. Mais par contre, si vous souhaitez revenir, puisque ce rendez-vous aussi avait lieu dans le cadre des Mardis de l'Histoire, qui est un rendez-vous bimensuel au Musée d'Histoire, le prochain rendez-vous sera sous un tout autre sujet, donc autour notamment de Bertolt Albrecht, figure de la résistance, donc grande figure de femme résistance au moment de la Seconde Guerre mondiale. Donc je vous invite à revenir pour d'autres sujets en lien avec l'histoire de Marseille. Voilà, donc en tout cas, un grand merci à vous deux et à très bientôt.